Podcast Up, le rendez-vous qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Podcast Up, l'émission qui fait du bien à votre TPE-PME en partenariat avec Duno et le groupe Up qui vous propose des solutions exonérées qui augmentent la vitalité de votre entreprise et le bien-être de vos collaborateurs. Dans cet épisode, nous allons aborder le dialogue au travail. Le conflit est père de toutes choses, écrivait Héraclite au VIe siècle avant notre ère. C'est ce que nous allons voir justement. Alors, le dialogue au travail a-t-il un impact sur la performance de l'entreprise ? C'est presque un sujet du grand oral de Sciences Po. Alors, pour nous permettre justement d'y répondre, j'ai la chance de recevoir par téléphone Arnaud Stimek, qui est consultant, professeur à Sciences Po justement, et auteur chez Duno de la boîte à outils du dialogue en entreprise. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, pendant vos études, rapidement, un petit panorama de ce que vous avez fait. Vos études à Dauphine, un de vos professeurs vous donne le virus de l'enseignement et c'est vers cette profession que vous orientez, maître de conférences à Nantes, prof de fac à Reims, professeur à Sciences Po Rennes, avec toujours comme fil rouge le thème déjà émergent de la médiation, c'est ça ? Oui, tout à fait. Comment c'est venu ? Alors, en fait, c'est d'abord le conflit qui m'a intéressé. Le conflit, c'est un regard extrêmement riche sur la vie des organisations, parce qu'en fait, c'est à chaque fois intégrer la complexité, différents points de vue, et je trouve que c'est toujours fascinant de voir comment, à partir d'un même événement, d'une même relation, eh bien 2, 3, 4 personnes vont avoir 2, 3, 4, 5 vécus différents, qui font que parfois, effectivement, ils se trouvent en conflit parce qu'ils n'ont pas le même vécu. Mais tous ces vécus, c'est une richesse, et si on arrive à les intégrer ensemble, en fait, on arrive à avancer collectivement et peut-être même d'ailleurs à dégager de la performance supplémentaire, puisque c'était votre question orale. Il y a aussi une envie de construire, j'imagine, quand même, dans le dialogue. Alors voilà, tout l'intérêt, c'est justement de voir que derrière le conflit, il y a aussi souvent une envie de construire. Les personnes que l'on peut percevoir comme un peu enquiquinantes parce qu'en fait, elles voient ce qui va pas, etc., c'est souvent des personnes impliquées qui ont envie de construire, qui parce qu'elles s'intéressent, ont envie de dire ce qui va pas, mais pour que ça aille mieux. Et souvent, elles peuvent être perçues comme des empêcheurs ou des empêcheuses de tourner en rond. Et donc, tout l'intérêt, toute la démarche, c'est de dire, mais non, en fait, c'est une contribution. Alors évidemment, parfois la formulation est pas bonne, elle est négative, parfois, etc. Et ça, c'est tout le travail qu'on peut faire, par exemple, en médiation, mais pas uniquement. Il y a d'autres démarches, effectivement, pour accompagner le dialogue, pour dire, mais en fait, voilà, si la personne dit ça, c'est pas pour faire des reproches, c'est pas pour critiquer l'action d'un tel ou d'une telle, mais c'est parce qu'elle a envie que l'entreprise ou l'organisation fonctionne bien et que ça aille mieux. Et donc, on va essayer de faire en sorte que ça soit une contribution positive et une remontée d'informations justement sur des coûts cachés, des choses qui fonctionnent pas bien, des choses qui pourraient fonctionner mieux, des idées, etc. D'accord, alors je vais vous passer un extrait de film. Alors, c'est un vieux film, c'est Bernard Blier, et on en parle après. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore, hurrah. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé ? Non. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord ? C'est vraiment un exemple de dialogue, ça, hein ? On est d'accord ? Alors, effectivement, c'est un exemple très drôle. Le cinéma, parfois, c'est très bien capté, effectivement, les situations caricaturales. Là, on a affaire à un bel épisode de management par la peur. Ouais, c'est le tyran. Le tyran existe toujours. Alors, c'était Un idiot à Paris, pour le nommer. Voilà. Et Bernard Blier. Donc, le tyran existe toujours, encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. On a au cinéma d'ailleurs Louis de Funès incarne très bien ce qu'on appelle le tyran type A, qui effectivement tyrannise les collaborateurs. En fait, même s'il demande la participation, il l'empêche en permanence par son comportement. On appelle ça aussi parfois le manager goéland, personne qui est derrière vous pendant que vous travaillez, et du coup, effectivement, vous n'arrivez pas à travailler, et évidemment, très vite, cette personne va vous reprocher, mais enfin, ça fait 10 minutes que je vous regarde, vous n'avez pas avancé. Voilà. Donc, vous avez une boucle comme ça qui peut se créer. Et comment on arrive à mettre du dialogue justement là-dedans, parce que c'est compliqué.
Et oui, alors c'est d'autant plus compliqué, et je pense que c'est intéressant de partir de cet exemple que quand on a été habitué pendant des années à un management par la peur, par la soumission, par l'obéissance, quand on nous dit effectivement là maintenant va falloir participer, on va écouter vos idées, d'abord du côté des différentes catégories de personnel, il peut y avoir du doute, il peut y avoir de la peur, du côté du management il peut y avoir de l'inconfort parce qu'on remet en cause les places et les rôles traditionnels, et c'est ce qui fait que très souvent on fait de la participation à moitié. Voilà. Alors cette participation à moitié, elle se traduit souvent, c'est un signe bien connu, par quand même un élan, parce qu'il y a des personnes qui attendent que ça. Et puis comme c'est à moitié, évidemment c'est décevant. Ouais. Parce qu'en plus on n'a pas donné un contrat clair sur ce qu'on allait faire des idées, sur ce qu'on allait faire du dialogue. On peut créer des confusions. Il y a eu par exemple dans les années 80 avec les lois Auroux un peu d'illusion autour de la démocratie au travail. Enfin une croyance que ça y est, c'était non, l'entreprise est rarement démocratique. Elle peut décider de l'être, mais à la base il y a une propriété, il y a une verticalité qui existe quand même quand on veut créer du dialogue. Donc c'est important que le contrat soit très très clair. Et il y a un mot qui est important, alors je vais pas introduire trop de gros mots, mais qui est important à considérer, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. C'est une idée très très simple en fait, c'est l'idée que à chaque niveau d'une organisation, les individus ou collectifs doivent pouvoir s'organiser quand ils ont la compétence sans dépendre de l'autorisation d'un N+1 ou d'un N+2. Ils doivent pouvoir le faire eux-mêmes. Voilà, qu'on ne soit pas justement dans les chaînes d'autorisation et de tampons, etc. Donc, c'est l'idée de les responsabiliser, mais qu'évidemment, on définit des périmètres au-delà duquel, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, ça doit se jouer au-dessus parce qu'il y a un enjeu global qu'on ne voit pas forcément quand on est dans l'action, parce qu'il y a un enjeu stratégique, etc. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment une manière de créer du dialogue entre les différentes parties prenantes et d'intégrer les regards. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce c'est difficile de tout dire quand on est au sein de l'entreprise, quand on nous demande de dire les choses. On va se dire, oui, mais si c'est nominatif, je vais en prendre plein la tête si je dis quoi que ce soit, non ? C'est compliqué, ça, à mettre en place. Oui, alors il y a différentes manières. D'abord, on a en France un système tout à fait original de dialogue social avec des temps de consultation obligatoires, des négociations obligatoires. Pardon, je vous coupe, mais ça c'est dans les grandes entreprises, mais les TPE, PME. Oui. Même les TPE sont amenés à avoir des représentants du personnel qui ont un statut protégé précisément pour pouvoir oser parler sans craindre. Après, effectivement, ce qu'il faut, c'est que des deux côtés, mais effectivement, ce dialogue puisse avoir lieu, soit pas simplement un dialogue de revendication, comme du temps des 30 Glorieuses, mais un dialogue de co-construction de l'entreprise. Il me semble que, d'ailleurs, ça marche mieux dans les TPE que dans les très grandes entreprises où ça devient très politisé, où il y a plusieurs syndicats qui sont en concurrence les uns avec les autres, l'employeur pouvant jouer aussi son jeu là-dedans. Donc, on a un espace de dialogue. C'est pas le seul, mais c'en est un pour, je dirais, les sujets les plus délicats ou pour lesquels on n'oserait pas participer. Mais en réalité, moi, dans mes observations concrètes de travail ou intervention, ce qui marche le mieux, c'est effectivement le dialogue de proximité, alors notamment par exemple sur des sites de production, des dialogues de prise de poste, des dialogues d'amélioration continue, à condition qu'ils soient bien menés. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, ou c'est même trop peu souvent le cas, mais quand c'est bien mené, ça peut mener à des actions, si vous voulez, en boucle de gains de productivité, de meilleur confort au travail, de meilleure satisfaction au travail et de meilleure prise en compte à la fois des clients et des différentes parties prenantes avec des résultats remarquables. Mais c'est vrai que c'est un travail, c'est une ingénierie. Il suffit pas juste de bonne volonté. Il suffit pas juste de dire, allez, ça y est, on oublie tout, on dialogue. Non, en fait, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de fils invisibles, en fait, la mise en œuvre du dialogue. C'est pas juste une question même de technique de communication, c'est vraiment, moi j'appelle ça l'ingénierie du dialogue, si vous voulez. Donc c'est une organisation comme une autre. Il faut organiser le dialogue et organiser les retours sur le dialogue. Par exemple, effectivement, quand on organise une consultation, si on ne fait pas en sorte de faire un retour aux personnes qui ont participé en leur disant, écoutez, voilà, vous aviez une proposition, celle-là on la prend, celle-là on les prend pas parce que, voilà. Ce retour est essentiel. On n'est pas obligé de tout prendre, mais il faut absolument donner un retour. C'est ça, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Voilà. Et souvent on oublie l'après. Et souvent, on oublie de communiquer sur l'après et donc d'entretenir l'envie de participer, d'avoir l'idée que ça sert à quelque chose, en fait, tout simplement. Bien sûr. Alors souvent, le dialogue est pris comme étant négatif, mais quand on vous entend, c'est un peu comme dans un couple, en fait. C'est très important de dialoguer. Ça amène du constructif.
Bah oui, ça permet encore une fois, si vous voulez, de faire remonter les différents regards. Ça peut permettre de déceler très tôt les petits cailloux dans la chaussure, les petites imperfections. Vous savez, les opérateurs de premier niveau dans toutes les organisations, ils sont en contact avec les clients, avec les usagers. Donc en fait, très tôt, ils savent qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Et si on leur donne la parole, si on dialogue avec eux, on peut très vite corriger le tir et pas attendre qu'effectivement, de manière massive, effectivement, les clients se détournent et aillent ailleurs ou changent de comportement. Évidemment, Donc, il faut faire confiance à l'intelligence de chaque niveau. Et c'est ça la subsidiarité dont je parlais tout à l'heure. je comprends. Alors, en quoi, concrètement, le dialogue peut impacter la performance de l'entreprise? C'est pas que des paroles en l'air, c'est important. Bah, vous voyez, dans l'exemple vidéo que vous avez donné tout à Ouais. l'heure, l'idée est un peu dans la ligne du taylorisme, hein, c'est-à-dire qu'il y a un chef qui connaît le sujet, qui donne les ordres, donc il y a un seul cerveau qui tourne et les autres sont juste des facteurs de production. Hein, d'ailleurs, c'est un terme qu'on utilise encore parfois. Euh, euh, Quand on met du dialogue en place, on considère qu'il n'y a pas un seul cerveau, que bien sûr il y a des différences de compétences et d'expertise et d'expérience, mais que chacun peut avoir une contribution. Et moi, je crois d'ailleurs beaucoup que, par exemple, j'accompagne pas mal d'étudiants, un jeune ou une jeune stagiaire peut avoir un regard nouveau sur une situation sur laquelle les gens ont beaucoup d'expérience et apporter effectivement un regard qui permet de gagner en performance en changeant la manière de faire, en changeant les habitudes et en sortant des évidences. Donc, mais ça suppose effectivement qu'on inverse les logiques. Vous voyez, dès que le chef, entre guillemets, le manager parle en premier, ben on tue une grande partie de la possibilité d'avoir des regards et des expressions différentes sur un même sujet. Donc là, il y a vraiment voilà, quelque chose à penser. C'est une gymnastique à réapprendre certainement. Il y a aussi le dialogue avec les clients, parce que là on parle beaucoup de dialogue interne, mais il y a celui avec Ouais. les clients. C'est un peu l'entreprise numérique d'aujourd'hui qui est agile, qui répond en direct avec ses clients sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est une forme de dialogue? Alors, c'est une forme de dialogue, mais à mon avis, malheureusement, il est souvent gâché par le fait que soit on est dans le mépris du client parce qu'en fait, on est sur des logiques de conquête de marché, que dans ce cas-là, les nouveaux clients comptent plus que les clients déjà présents, Mm. soit on est sur une logique un peu de donner satisfaction à tout prix au client, quelque part en achetant son silence, hein, donc c'est pas vraiment un dialogue. Alors que quand on arrive à établir le dialogue avec le client, ben, le client, en fait, il est capable de donner un retour intime, non pas sur ce qu'on aimerait qu'il aime dans notre prestation, mais sur vraiment quelle est son expérience concrète. Mm. Donc aujourd'hui, on met en place beaucoup de questionnaires, d'évaluations, etc. Hein, tout ça peut avoir une certaine utilité, mais si vous voulez, le dialogue en direct avec quelqu'un qui peut dire, ben voilà, pourquoi là j'ai pas racheté cette prestation de service, etc. Ben ça permet de comprendre de manière intime, profonde, ce qui fait que ça va pas. Et donc si on arrive à faire remonter ça, hein, grâce aux opérateurs de premier niveau, ben en fait on va avoir effectivement un vrai avantage et des vrais gains de performance. D'accord. Voilà. Pour revenir sur l'interne, qu'est-ce que vous pensez du télétravail qui est là en plein boom depuis les problématiques sanitaires? Pas facile le télétravail et le dialogue. Alors voilà, alors le télétravail peut avoir sur les questions de dialogue un effet positif, c'est que ça peut diminuer ou raccourcir un certain nombre de réunions qui sont souvent du faux dialogue et qui font perdre beaucoup de temps et les cadres s'en Très plaignent énormément. chronophage, ouais. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'on perd aussi parmi le dialogue, l'un des plus importants à mon sens, qui est le dialogue informel. Vous savez, dialogue devant la machine à café, le dialogue à la sortie de réunion, c'est-à-dire les quelques minutes où en fait on va se dire l'essentiel parce que on est dans le cadre où il n'y a pas le regard de tout le monde, où il n'y a pas, etc. Et donc ça c'est une perte assez conséquente, c'est-à-dire que je crois que autant le télétravail peut être une manière de s'acheter une vraie sérénité de travail et une compatibilité avec d'autres contraintes de vie, autant avoir des temps réguliers où on se voit et on se voit, je dirais, de manière simple, avec un peu d'informel, me semble essentiel. Et c'est d'ailleurs l'essence même d'une organisation, c'est-à-dire c'est de stabiliser des relations et pas juste des contrats avec des prestataires, si vous voulez, qui Ouais, seraient bien sûr. distants. Hein, voilà. Le numérique a plutôt accentué, selon vous, le dialogue ou ralenti ou pas d'impact? En fait, il accentue la possibilité
possibilités de communication, mais pas forcément le dialogue. Prenons un exemple tout simple. J'ai un irritant avec quelqu'un qui m'a refusé, je sais pas moi, qui m'a pris ma salle de réunion au travail. Vous voyez, un truc tout bête et absolument ordinaire. Et paf, j'envoie un courrier électronique à tout le monde. Je mets en copie presque la terre entière dans l'entreprise. Et donc ça, c'est pas du dialogue, c'est une forme de communication qui est même assez toxique. Alors que justement, précisément, se lever de sa chaise, aller parler avec la personne serait plus efficace. Voilà. Et on voit ça parfois ce paradoxe de l'open space, qui est bien connu, où au lieu de dialoguer davantage, parfois les personnes s'envoient des mails parce que en fait ils se mettent leur casque anti-bruit et que se lever pour aller parler à quelqu'un, il faut débrancher le casque, c'est compliqué. Voilà. Quel conseil vous pourriez donner à nos chefs d'entreprise là pour éviter les plus gros pièges? Le premier conseil que je leur donnerais, en continuant mon fil, c'est vraiment de se donner le moyen de faire du dialogue, de suivre le dialogue comme on suit d'autres indicateurs, comme on suit d'autres éléments de l'entreprise. Donc ça suppose de se donner des indicateurs, effectivement, de la qualité du dialogue, de la confiance que les personnes ont au dialogue, du retour, c'est-à-dire qu'on peut dialoguer sur le dialogue aussi. Alors ça peut sembler un peu bizarre, mais en fait c'est se dire voilà, là pendant un an on a mis en place des nouvelles réunions, comment vous vivez, qu'est-ce qui va pas, parce que dialoguer sur le dialogue c'est justement ça de l'ingénierie, c'est permettre de préserver ou de réaméliorer un dialogue qui justement va permettre de continuer à avoir justement d'en tirer les éléments de performance, de progrès, d'amélioration continue dont on a besoin. C'est plutôt du management horizontal et non plus vertical en fait. Alors en tout cas, ça implique de mettre une part d'horizontalité. J'insiste sur le fait que il faut être honnête et absolument transparent sur le niveau d'horizontalité pour pas créer de déception. Vous voyez, vous pouvez avoir des modes horizontaux très extrêmes comme l'holacratie, l'entreprise libérée, etc. Et ça, c'est pas possible dans toutes les organisations. Ça suppose que ça soit cohérent avec les raisons d'être de l'organisation. Et puis on peut avoir des organisations plus classique, avec, je dirais, une verticalité par ailleurs de propriété et de pouvoir qui est bien établie, mais dans lesquelles on crée des poches d'autonomie qui sont claires et des limites aussi à ça, un peu comme finalement dans une famille on peut faire avec des adolescents ou même des enfants ou des grands adolescents. On dit il y a une zone d'autonomie, puis après il y a une zone effectivement qui appartient à une autre strate qui est même pas forcément supérieure. C'est vrai que peut-être il faudra un jour sortir de ces termes mon supérieur, etc. Non, c'est pas ça, c'est simplement une strate différente, il y a une zone de responsabilité différente. Il faut que le contrat soit très clair, sinon ça crée des déceptions majeures. C'est très clair, vous êtes très clair également. Merci beaucoup Arnaud, vous êtes formidable. Je rappelle le titre de votre livre qui est donc un conseil important à donner à nos chefs d'entreprise. C'est la boîte à outils du dialogue en entreprise qui est sortie en 2019. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up, duno.com, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et les autres. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité.